Bonsoir. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir François Doss pour la parution de son tout dernier ouvrage, La saga des intellectuels français de 1944 à 1989. Alors, juste quelques mots peut-être pour présenter François Doss, et puis ensuite, je poserai quelques questions, et puis on aura un temps, bien sûr, où vous pourrez intervenir et lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, François Doss est historien de différents aspects de l'histoire intellectuelle française et de l'histoire aussi, et a publié de nombreux ouvrages, consacrés notamment en historiographie à l'école des Annales et à ses successeurs, donc à travers un ouvrage qui s'intitule L'histoire en miettes, qui a été un moment particulièrement important de l'historiographie. Tu as aussi écrit un certain nombre de biographies. Tu fais partie des serial biographeurs de l'édition française, avec des biographies consacrées à des figures intellectuelles comme Paul Ricoeur, comme Michel de Certeau, et puis plus récemment Pierre Nora, Cornelius Castoriadis, et bientôt, donc tu sais à quel moment ça va sortir ? À l'automne prochain, à Pierre Vidal-Naquet. Et puis également des ouvrages plus consacrés par exemple à un paradigme, le structuralisme, dont vous trouvez d'ailleurs, je crois, quelques volumes dans l'entrée, une histoire du structuralisme. Alors en fait, ces différentes études, on en retrouve des pistes, des traces, l'empreinte dans ce nouvel ouvrage qui est donc l'histoire des intellectuels français du second XXe siècle, qui en fait semble opérer voir opérer une mutation entre le passage de l'intellectuel prophétique à l'intellectuel donc spécifique, mais ça on va y revenir. Alors moi je voudrais juste peut-être commencer par poser la question de la nécessité d'une histoire des intellectuels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelques écrits déjà, et notamment de quelqu'un que tu connais bien, parce que je crois qu'il était dans la direction de ta thèse, Jean-François Sirinelli, ou Pascal Horry, qui ont écrit les histoires des intellectuels, Michel Vinocq, qui a lui embrassé le siècle des intellectuels, ou d'autres comme Rémy Riffel. Pourquoi est-ce qu'il a pu te sembler y avoir nécessité à réécrire ou à écrire une nouvelle histoire des intellectuels français, et en quoi, en fait, ce que tu proposes reprend ou se distingue de ces travaux-là? Bien, alors merci à vous d'être là. Merci à la librairie Ombre Blanche et à Christian Torel de cette invitation, et merci à Isabelle, la collaboratrice, de ce dialogue, qu'on conçoit comme dialogue, et Isabelle dont j'ai fait la connaissance très précisément à Toulouse, à l'occasion d'une intervention à Ombre Blanche. Donc ça nous ramène sur les lieux du crime, à l'occasion de la publication, je crois, à ce moment-là, de mon Deleuze-Guattari, si ma mémoire est bonne. Alors effectivement, comme tu dis, l'histoire intellectuelle, il y a des prédécesseurs à cette histoire des intellectuels, et notamment le livre qui est paru dans la collection U de Jean-François Sirinelli et de Pascal Horry, Les intellectuels en France depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours, qui était paru en 87-88, la fin des années 80. Et qui ont initié incontestablement ce champ nouveau qu'on appelle l'histoire intellectuelle, parce que on sortait d'une période dont j'ai fait l'histoire, avec l'histoire du structuralisme, qui était une histoire des structures, une histoire des phénomènes massifiants, et qui n'accordait pas une pertinence dans l'histoire, y compris des idées, à des individus. L'histoire des intellectuels n'est apparue finalement qu'avec un tournant critique des annales de la fin des années 80, et à un moment où on s'est penché sur
le discours des acteurs et qu'il y avait moins cette présupposition que la vérité est toujours masquée, occultée, derrière, mais qu'il fallait tenir compte du dire des acteurs, et parmi ces acteurs, les intellectuels. Alors, ce qui me différencie un petit peu de ces travaux que j'estime, qui sont pionniers, dont je me revendique, donc les travaux de Sirinelli, Horry, Vinocq, Julliard, etc., c'est que la première incursion de l'histoire intellectuelle, ça a été sur les intellectuels prenant parti, engagés dans le champ politique. Et l'étude de ces intellectuels était faite par leur prise d'opposition, des pétitions, des articles de prise d'opposition politique dans un camp ou dans un autre. Alors, c'est un moyen, et d'ailleurs dans la saga, évidemment, je tiens compte tout à fait de ce positionnement politique des intellectuels, évidemment, c'est tout à fait important. Mais l'histoire intellectuelle telle que je la conçois, c'est une histoire intellectuelle qui prend en compte aussi le travail des intellectuels proprement dit. C'est-à-dire pas seulement leur prise de parti politique, mais le sens de leur positionnement dans le monde des idées et donc par leur œuvre. Et quand j'ai effectivement, comme Isabelle l'a rappelé, fait la biographie d'un Ricoeur, d'un Castoriadis, d'un Deleuze, etc., Certeau, ça voulait dire de rentrer dans l'œuvre de ces penseurs et de ne pas les saisir simplement par leur prise de position hors de leur œuvre. Et là, je milite, disons, pour une manière d'histoire des intellectuels, de l'histoire intellectuelle, qui soit ni purement internaliste, c'est-à-dire qui soit ni purement à l'intérieur des œuvres, ni à l'extérieur des œuvres, c'est-à-dire purement externaliste, comme le fait une certaine sociologie des idées, mais, si j'ose dire, en même temps, l'un et l'autre, c'est-à-dire en articulant finalement, et de manière pas mécanique, mais en cherchant un sens, des sens dans cette conjonction d'intellectuels qui sont à la fois dans des réseaux, à la fois dans des prises de position, et à la fois qui ont la logique d'une œuvre en train de se construire. Voilà. Donc, évidemment, c'est un espace bâtard, interstitiel, de l'entre-deux, en tension entre ces deux pôles, externaliste et internaliste. Mais il me semble que, enfin, bon, c'est un peu une démarche que j'avais défendue dans un livre qui date de 2004, qui s'appelle « La marche des idées, histoire des intellectuels, histoire intellectuelle », où déjà je posais les postulats, disons, épistémologiques de cette histoire. Et avec cette saga, je me mets moi-même je fais moi-même cette expérience. Qu'est-ce que ça peut donner avec ces postulats que je vous explique de faire ce récit. Et ça veut dire que ça me mène à ce titre qui est significatif, qui est saga, justement. C'est-à-dire qui peut faire sonner un peu littéraire, alors que je ne suis pas romancier, et je ne prétends pas l'être, mais c'est une mise en récit, finalement, chronologique, de 1944 à 1989, de ces intellectuels, et parce qu'effectivement, je crois que cet entre-deux, cet entre-là, on ne peut la saisir dans sa complexité, dans l'enchevêtrement d'un certain nombre de relations qui ne sont pas des relations causales, mais qui sont des relations quand même de connexion entre l'œuvre, l'homme, les réseaux, etc., que dans une mise en intrigue, que dans une mise en récit. Et que c'est justement par cette saga de ces intellectuels, en démultipliant les échelles d'analyse, les niveaux, en jouant à la fois du théorique, de l'épistémologique et aussi de l'anecdotique, de l'émotionnel comme du théorique, parce qu'on va y revenir, mais cette histoire des intellectuels, elle est faite aussi de passion, elle est faite d'émotion, elle est faite de rupture, elle est faite d'amitié, elle est faite et en même temps d'enjeux théoriques, d'enjeux épistémologiques, de basculement de paradigme, de changement de période. Et donc c'est
en mettant tout cela ensemble qu'on saisit un certain nombre d'enjeux et on voit en même temps, je dirais, et ça c'est ma postulation théorique, c'est l'impasse du réductionnisme. Hein. C'est-à-dire que l'adversaire que j'ai sur le plan théorique, là, dans ce genre d'histoire, c'est des gens qui rabattent de manière réductionniste à des systèmes de causalité tout faits, une réalité qui est complexe. On t'a déjà répondu à mes questions suivantes. Ça va assez vite. Non, mais dans le titre, la notion de saga, effectivement, je trouve qu'il y a aussi presque cette dimension de famille d'intellectuels, en fait. Les Atrides, hein. Oui. Famille. Oui, qui se déchirent beaucoup. Mais justement, la part intéressante aussi que tu laisses au lien affectif dans les réseaux. C'est-à-dire que les réseaux ne sont pas du tout des réseaux uniquement type structure, étanche plus ou moins, mais effectivement, les liens interpersonnels interviennent. Alors, il ne s'agit pas de mettre systématiquement l'œuvre et la vie en regard l'une de l'autre, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est ce jeu d'échelle et ces différents angles d'approche, donc qui laisse aussi une part pour l'émotion et l'affectif. Tout à fait, et qui nous amène à faire un travail qu'on doit faire en tant qu'historien aujourd'hui, contrairement à ce qu'on faisait hier en tant qu'historien, puisque en tant qu'historien, on avait tendance à fataliser l'histoire. Hein, comme disaient mes profs quand j'étais étudiant, l'historien est très fort pour prédire le passé. Bon, effectivement, on sait tous qu'en 14, il y a eu une guerre mondiale. Bon, c'est facile à dire aujourd'hui. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que Ernest Laviste, qui était le grand historien qui a préparé avec le petit Laviste des générations entières depuis Sedan, 1870, à la revanche par rapport aux Allemands, on lui posait la question en 14, Monsieur Laviste, vous qui savez tout sur l'histoire, est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre ? On est en 14. Et Laviste, qui a préparé quand même cette guerre, répond, écoutez, les historiens, évidemment, ne peuvent pas prédire l'avenir. Hein, on parle surtout du passé, mais il y a une chose dont je suis sûr. En tant qu'historien, vous pouvez m'entendre, j'en suis persuadé, il n'y aura pas de guerre. Bon, là, vous voyez que là, les historiens sont peu prophètes. Bon, mais ce qu'on avait l'habitude de faire, et ce que je faisais quand j'étais prof en lycée, c'était de chercher les causes des événements. C'est-à-dire qu'on fatalisait les événements. C'était mon cours sur les causes de la guerre de 14. Bon, cause profonde, cause immédiate. Hein, et la guerre ne pouvait qu'éclater à ce moment-là, en l'été 14. Bon, c'était inéluctable, c'était inscrit dans toutes les causes. Or, en fait, ce qu'il faut faire, hein, et ce que j'essaie de faire avec cette saga des intellectuels, dont on sait qu'ils se sont beaucoup trompés, dont on sait qu'ils ont connu beaucoup d'errements, ça a été une itinérance d'erreurs. Bon, eh bien, dans cette itinérance d'erreurs, il faut aussi comprendre pourquoi, et là on va y revenir sans doute, mais pourquoi ces erreurs, et en même temps, voir pas seulement par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, en 2018, mais à ce qu'on ne voulait pas savoir ou qu'on ne savait pas tout à fait à l'époque, et de retrouver leur catégorie mentale, le champ des possibles de l'époque, qui n'était pas forcément ce qui s'est avéré. Et donc, il y a là un travail de défatalisation du passé, qui est à faire concrètement, et donc là aussi à aller contre des déterminations trop fortes par rapport à ce que peuvent faire les acteurs dans l'histoire. Alors ces acteurs, on en a justement là deux images en couverture des 2 volumes qui se succèdent. Donc d'abord Jean-Paul Sartre pour le premier temps, et puis ensuite Michel Foucault. Alors ça amène à renvoyer aux césures que tu choisis. Donc pour cet ouvrage, on a le sentiment en voyant les couvertures qu'il y a d'abord en gros un moment Sartre qui est ensuite estompé ou relégué au second plan par un moment Foucault.
Et effectivement, Foucault renvoie un petit peu Sartre au XIXe siècle. Hein. Est-ce que c'est aussi simple et comment est-ce qu'on fait pour choisir des césures quand il y a quand même des formes de chevauchement? Parce que Sartre, finalement, en 68, il revient quand même pas mal sur le devant de la scène. Il disparaît qu'en 80. Donc, comment est-ce qu'on peut déterminer ces moments phares? Tout à fait. Ce n'est pas, et là encore, effectivement, on le voit très bien, il n'y a pas une linéarité de cette histoire, même s'il y a le passage dont tu parles d'un intellectuel prophétique à un intellectuel spécifique, puis médiatique, puis bon. Mais ça, c'est la ligne de fond. Mais sur cette ligne de fond, il y a des discontinuités, des retours, des ressacs, et effectivement, Sartre est un bon exemple. Là, manifestement, il domine la libération, le moment de la libération en 44-45, au début de cette saga. C'est le moment Sartre. C'est le moment Sartre, c'est le moment existentialiste, c'est le moment de sa fameuse conférence, c'est l'existentialisme est un humanisme, où il est attendu par une foule énorme, hein, scène qui, vous savez, est devenue éternelle grâce à Boris Vian, qui la raconte avec beaucoup d'humour, et un Sartre d'ailleurs qui a eu un tel succès qu'il croyait que c'était une manifestation du Parti communiste contre lui. Hein, donc, le Parti communiste qui était très très fort en 1945, hein, 25% des suffrages, 28% dans les municipales, le premier parti de France auréolé de la résistance, auréolé de la fascination éprouvée pour l'Union soviétique à l'époque. Et donc, c'est le moment Sartre. Et il y a là une adéquation d'ailleurs assez étonnante entre ce moment de libération, l'idée d'un optimisme historique, d'une sorte de divinisation de l'histoire, et donc d'un optimisme après les années sombres de l'occupation. Et donc d'une certaine joie de vivre, de la liberté, de l'arrachement vers la liberté, comme on dit là, la philosophie descend dans la rue, dans les boîtes de jazz, dans les caves, etc. Bon, voilà, et touche une population très très large. Encore que tout le monde n'a pas été existentialiste et sartrien, car il y a eu aussi des résistances très très fortes, et certains ont dit que l'existentialisme était de l'excrémentialisme, c'était une philosophie sale, et que Sartre aurait dû terminer dans un four crématoire. Il a reçu des lettres d'une terrible violence. Donc, mais c'est le moment Sartre, effectivement, ce moment de la libération de cet intellectuel prophétique, et qui, en plus, est philosophe, mais il est aussi romancier, c'est un homme de théâtre, c'est un écrivain qui en plus dirige une revue, prône l'engagement par la littérature, donc par cet engagement évidemment prend parti sur le plan politique. Voilà, et il est porté par cette situation. Et donc, effectivement, il incarne. Alors, il va connaître, effectivement, comme tu l'as dit Isabelle, une période de reflux terrible qui va être le succès progressif au fur et à mesure des années 60. J'ai situé, j'appelle ça l'année-lumière du structuralisme 66. Au fur et à mesure des années 60, va monter un paradigme nouveau qui est le structuralisme. Et là, Sartre va se trouver ringardisé, il va être marginalisé, et comme le dira d'ailleurs à la sortie des mots et les choses de Michel Foucault à Lecture pour tous, à Pierre Dumayet, il dira mais Sartre est un très grand philosophe du XIXe siècle. Et donc, effectivement, pourquoi ? Parce que l'existentialisme, c'est une philosophie du sujet, hein, qui se veut un humanisme, alors que le structuralisme se veut un anti-humanisme, justement, veut faire prévaloir au contraire la logique des structures, veut aboutir à la dissolution de l'homme. Enfin, toute la thématisation de Foucault, c'est l'homme est une invention récente et sa disparition est annoncée par les sciences sociales. Il essaye
retrouver une maîtrise qu'il a de toute façon perdue, et qu'il faut faire jouer les logiques qu'il ne contrôle en aucune manière. Bien, donc de la science pilote que va être la linguistique à ce moment-là, de l'anthropologie, la psychanalyse lacanienne, bon, tous ces maîtres penseurs du structuralisme que les Américains ont appelé la French Theory, donc Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, Barthes, Genet, Todorov, Bourdieu en sociologie, Poulantzas, enfin, bon, toute cette galaxie structuraliste va faire que Sartre va être complètement sorti du champ intellectuel. Et d'ailleurs, Lévi-Strauss, par exemple, répond dans un chapitre extrêmement polémique dans La pensée sauvage, en 62, à la critique de la raison dialectique, qui est parue en 60, et il fait une critique qui rejoint d'ailleurs un peu celle de Raymond Aron sur l'opium des intellectuels. C'est-à-dire, il y a une divinisation de l'histoire, alors que, nous dit Lévi-Strauss, l'histoire mène à tout, à condition d'en sortir. Et que, ça suffit, l'européocentrisme, l'occidentalocentrisme, le fait qu'il y ait une espèce de téléologie historique de l'Occident, c'est fini. Et donc, on croit que Sartre est terminé, et puis arrive 68, et là, les tenants du structuralisme passent un mauvais quart d'heure, tous autant qu'ils sont, sauf Foucault, parce que Foucault est à Sidi Bou Saïd, donc c'est assez joli d'abord, Sidi Bou, mais il est au soleil, mais il est un peu excentré par rapport à la contestation de mai 68. Mais pour vous dire, les grands maîtres du structuralisme, je vous disais, ils passent un mauvais quart d'heure. Lévi-Strauss raconte que dans son laboratoire, proprement dit, qu'il a mis en place, le laboratoire d'anthropologie sociale, il a vu que c'était un tel désordre, une contestation, qu'il est retourné chez lui en attendant que ça se passe. Algirdas Julien Grémas, qui est le mentor de Roland Barthes, qui fait un séminaire sur le langage, n'a pas le droit de parler dans son séminaire. Quant à Barthes, il s'entend mettre sur le tableau les structures ne descendent pas dans la rue, Barthes non plus. Quant à Althusser, vous connaissez la formule de l'époque, Althusser a rien. Avant d'une autre qui sera Althusser trop fort, mais là, c'est plus tardif. Il passe un mauvais quart d'heure. Par contre, il y en a qu'un qui, effectivement, est reçu à la Sorbonne, occupé, c'est Sartre. Et il faut mettre des haut-parleurs dans tout le quartier latin pour l'entendre, tellement la Sorbonne est archi pleine pour l'entendre, qu'il y a un grand dialogue qui paraît dans le Nouvel Observateur, où Sartre se met à l'écoute de Daniel Cohn-Bendit, le leader du mouvement, et donc il est porté là par et sa philosophie connaît un deuxième souffle là, et il y a un regain là incontestablement de l'intellectuel prophétique, du prophétisme, de l'eschatologie révolutionnaire dans la foulée de 68, en 68 et dans la foulée de 68. Et puis après d'ailleurs, comme quoi vraiment on ne peut pas prédire de ce qui va se passer, c'est des choses à chaque fois étonnantes, c'est que, vous le savez tous, sur la fin, les petits camarades qui vraiment, alors là j'ai vu à quel point, en l'écrivant, à quel point ils étaient proches, Raymond Aron et Sartre qui ont fait leurs études ensemble, ils étaient tellement proches que Sartre, quand il est allé travailler en Allemagne sur la phénoménologie, c'est Aron qui lui a chauffé le poste. Quand il a fait son service militaire dans la météo, c'est aussi Aron qui l'a amené. Que le premier qui lui a parlé de phénoménologie, c'est Aron. Donc ils étaient vrais. Et puis quand ils ont passé la Grègue, effectivement, comme vous le savez, Sartre a été recalé. Et Aron reçu brillamment, et Aron prenant son chapeau, piétinant son chapeau, les cons, ils ont recalé Sartre. Donc, vous voyez, la forte relation qu'ils avaient tous les deux. Alors, cette relation, elle s'est brisée
Et c'est brisé très vite, puisque Aron a très vite pris parti, alors que pendant la guerre, il n'était pas vraiment gaulliste au sens, il était France libre, mais il n'était pas vraiment, il a même écrit des articles qui ont fait froid dans le dos aux gaullistes, où il disait De Gaulle, il a quand même des airs un peu de Bonaparte. Bon, donc ça plaisait pas à tous les gaullistes, mais quand il y a eu effectivement la rupture, et puis De Gaulle et allant à Colombey, les deux églises, et créant en 1947, au moment où se déclenche la guerre froide, le RPF, Aron suit, hein, il suit. Et puis, il y a une émission de radio, là, où ça se passe extrêmement mal, hein, où, effectivement, Sartre se retrouve... Aron se retrouve effectivement avec un certain nombre de gaullistes, Sartre se sent isolé, ils partent chacun par une porte, et voilà, c'est la rupture politique, là, manifestement, par rapport au gaullisme. Les choses vont aller d'ailleurs entre les deux petits camarades très très mal. Bon, après, effectivement, il y a toute la scénographie théâtralisée du positionnement politique différent entre l'éditorialiste du Figaro, qu'est Aron, et puis le directeur des Temps modernes, qu'est Sartre. Bon, alors sur la guerre coloniale, sur le politique, et bon, ils sont toujours sur des positions diamétralement opposées. Encore que sur l'Algérie, on pourrait y revenir. Bon, c'est pas aussi évident. Mais alors en 68, là, ça devient très très violent. Hein, ça devient très violent puisque, et Aron l'a dit, il déteste tout de suite. Il était en Angleterre, aux États-Unis, il revient illico en France pour donner son avis sur mai 68. Il déteste ce mouvement. Il va écrire dans le Figaro des articles assez venimeux contre le mouvement étudiant, allant le comparer d'ailleurs à des animaux, réflexe animal de souris qu'on met dans des cages un peu limitées, hein, et qui sont trop nombreuses et qui foutent un désordre pas possible parce qu'ils sont trop peu nombreux dans un petit espace. Et c'est comme ça qu'ils voient les universitaires dans leur bocal de l'université. Et c'est pour ça qu'ils bougent. Bon, donc voilà. Donc il en sortira un bouquin en 68, qui s'appelle La Révolution introuvable, très critique sur mai 68. Et là-dessus, Sartre sera très violent par rapport à son petit camarade, puisque il dira mais Aron, de toute façon, on a vu De Gaulle nu. Il est temps que Aron se dénude. Il ne s'est jamais remis en cause. Hein. Il répète toujours le même cours que dans les années 30. Hein. Et donc, là, ça a été assez violent, au point d'ailleurs que beaucoup d'historiens intellectuels sont venus au secours de Aron à ce moment-là. Et puis, finalement, dans les années 80, hein, à la faveur de la solidarité pour les boat people, hein, on va retrouver sur la même tribune les deux petits camarades au soir de leur existence, avec un Sartre qui voit quasiment plus, qui n'entend pas plus d'ailleurs, mais ils se reconnaissent, hein, à la même tribune, dans un même combat. Hein. Pour vous dire que, voilà, on a des choses qui, vous voyez, sur pas mal de plans, se développent dans des sens qui ne sont pas toujours prévisibles. Hein. Il y a aussi, de manière pas prévisible, un itinéraire comme Mauriac, qui est assez étonnant, parce que Mauriac, il écrit son bloc-notes. D'abord, il est résistant. Ensuite, il est sur l'épuration dans l'après-guerre. Il prêche très vite la charité chrétienne et l'indulgence, hein, par rapport à ceux qui sont accusés de collaboration, au point d'ailleurs qu'on lui donne le surnom de Saint François des Assises, hein, puisqu'à chaque fois il veut effectivement sauver la veuve et l'orphelin. Et puis Mauriac va écrire régulièrement son bloc-notes dans le Figaro, jusqu'à ce que, sur la question coloniale, il est en effet informé de ce qui se passe au Maroc,
On est là au début des années 50 et en effet, la politique française devient une politique très dure qui déstabilise complètement le pouvoir marocain. Mohamed V, on va chercher un pacha dans le sud, El Glaoui, pour le mettre à sa place et pour qu'il mène la politique coloniale française. Et quant à Mohamed V, on le déporte à Madagascar, qui était une de nos colonies. Là, Mauriac, très informé par tous les missionnaires chrétiens, catholiques qui sont sur le terrain au Maroc, eh bien, va critiquer très vertement cette politique coloniale. Mais évidemment, ce ne sera pas du goût des lecteurs du Figaro. Et le directeur du Figaro lui dit, écoute, sur le Maroc, tu te calmes un peu, tu peux parler d'autre chose que du Maroc. Et donc, il se fait de plus en plus silencieux jusqu'au jour où il en a assez de se taire et de s'auto-censurer. Et il va voir, évidemment, ils en sont réjouis, Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud, qui animent un nouvel hebdomadaire, qui est l'Express. Et il va transporter son bloc-notes du Figaro dans l'Express et en prenant des positions anticoloniales résolues à partir de ce moment-là. Et il aura ce bon mot à Françoise Giroud, vous savez, moi, François Mauriac, comme un vieux chat, je choisis ma litière. C'était sympathique pour l'Express d'ailleurs. Alors, peut-être là, tu as évoqué d'ailleurs le fait que même dans cette première phase qui est le moment Sartre, en fait, c'est déjà un moment agité puisqu'en fait, c'est pas du tout un règne incontesté de Sartre, puisqu'en fait, il y a toute une partie dans l'ouvrage qui est consacrée aux ruptures. Ah oui. Alors, rupture, bien sûr, que tu viens d'évoquer, de Sartre et Aron, mais aussi avec Camus, avec Lefort, avec Merleau-Ponty. En fait, c'est quand même l'histoire aussi de scissions de plus en plus nombreuses. Absolument. Absolument. Et là, tu touches une question essentielle parce que, effectivement, la ligne de force de cette saga, c'est effectivement le basculement de régime d'historicité. Et donc, le fait que, cette divinisation de l'histoire, l'idée que l'histoire aurait un sens, que la rationalité serait à l'œuvre dans l'histoire, quelle que soit la période, et vers une émancipation progressive depuis les débuts de l'humanité, du passage du mode de production esclavagiste au mode de production féodal, du mode de production féodal au mode de production capitaliste, du mode de production capitaliste au mode de production socialiste, et ensuite au mode de production communiste, etc. Bon, et donc, voilà. Et on va vers des lendemains qui chantent. Voilà. Donc, cette vision de l'histoire, et qui était très partagée par et ils étaient nombreux, tous les compagnons de route et toute l'équipe des temps modernes autour de Sartre, va se briser au fur et à mesure que les compagnons de Sartre vont être conscients que les pays de l'Est et l'Union soviétique ne correspondent pas au mythe qui est le leur, et qu'il y aura un travail de critique, de démythologisation d'une société qui se révèle être une société totalitaire, et petit à petit, un certain nombre d'intellectuels prennent conscience de ce caractère totalitaire de ce régime, et qu'on ne peut plus soutenir, défendre l'Union soviétique comme une société paradisiaque. Alors, effectivement, Aron, ça a été immédiat, parce qu'il n'y a jamais cru, mais vous avez toute une série de proches, de très proches de Sartre, qui vont en effet rompre avec lui, alors qu'ils étaient, je pense à Merleau-Ponty, par exemple, que j'appelle le quasi-frère. Enfin, il faut savoir que Sartre avait même l'intention
de donner la direction des temps modernes à Merleau-Ponty, pour vous dire un peu la fraternité des deux. Hein. Camus, où il y avait une admiration réciproque de l'un et de l'autre, à la Libération, le grand résistant, etc., c'est Camus. Il dirige le journal Combat et il envoie Sartre en voyage d'enquête aux États-Unis pour Combat. Et en même temps, quand Camus va aux États-Unis, on lui dit mais vous êtes existentialiste, hein, vous êtes avec Sartre, vous avez la même philosophie. Alors il dit bon, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Bon. Donc il y a presque une indistinction des deux, de Camus et de Sartre. Et vous allez avoir des ruptures extrêmement brutales, extrêmement dures, ressenties évidemment très durement par les uns et les autres. Alors il y a celle bien connue de Camus et de Sartre, qui sont très proches non seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan du théâtre, de la littérature, de la politique, de l'engagement. Camus a été membre du Parti communiste algérois. Donc voilà, et ça va être une rupture radicale au début des années 50, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un premier clash entre Merleau et Camus, parce que effectivement Camus se rapproche d'Arthur Koestler et donc d'une critique des pays, de la bureaucratie dans les pays de l'Est. Donc il devient de plus en plus critique et il réfléchit à cette question, Camus, et puis il va préparer, ça va être long, difficile, un texte théorique qu'il va faire paraître en 52, donc très tôt, bien avant que des intellectuels soit plus lucide sur ce qui se passe à l'Est. En 52, il va publier L'homme révolté. Bon. Il va publier L'homme révolté. La presse est plutôt bonne, hein, l'accueil est plutôt bon, mais ce qui compte pour Camus, c'est comment va réagir Sartre. Comment va réagir Sartre à L'homme révolté? Parce que la thèse de Camus, c'est de dire il y a deux figures. La figure de l'homme révolté, de l'homme révolutionnaire, pour Sartre et traditionnellement dans le courant marxiste, dans le courant révolutionnaire, l'homme révolté, c'est l'adolescent pas encore dégourdi, et puis il devient ensuite scientifique, il comprend un peu le monde, etc., il devient révolutionnaire. Bon, il y a une espèce de gradation entre la maladie infantile de la révolte et puis le stade, non pas sénile, mais mature de la révolution. Et ce que montre Camus, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il va faire l'apologie d'une pensée méditerranéenne, occitane, on va dire, d'une pensée de la révolte, hein, de figure de la révolte, et va dire que la figure du révolutionnaire préfigure le commissaire et la bureaucratie et le totalitarisme. Et donc, évidemment, c'est pas tout à fait la thèse de Sartre. À ce moment-là, à chaque fois, il faut historiser. On est en 52. On est en 52. On est en 52 et donc que fait Sartre? Il a une telle amitié pour Camus qu'il n'a pas envie de prendre la plume dans les temps modernes pour le descendre. Donc, il va demander au comité de rédaction des temps modernes qui veut bien prendre la plume. Et il y en a un qui va se dévouer. Il se dévouera aussi beaucoup dans le combat contre la guerre d'Algérie et pour aider à sortir de cette guerre. C'est Francis Janson. Et Francis Janson, philosophe des temps modernes, dit je vais me coltiner à ça. Et puis, donc, il écrit un article dans les temps modernes très critique, pas du tout insultant, mais critique sur cette thèse. Défendant l'idée marxiste de la révolution, etc. Là-dessus, Camus est vert de rage. Vert de rage par évidemment le fait que la revue, où il attendait quand même un certain crédit des temps modernes, le critique frontalement, mais surtout vert de rage que Sartre n'ait pas pris la plume et qu'il ait envoyé quelqu'un d'autre lui régler son compte. Et il est tellement vert de rage qu'il va écrire au temps moderne,
non pas une lettre à Sartre, mais une lettre au monsieur le directeur. C'est dire, vous voyez la distance et comment il l'a mal pris. Monsieur le directeur. Et dans cette lettre, il ne fait en aucune manière allusion à Janson. Janson n'existe pas, comme le reprochera Sartre. Et il va dire, mais comment, enfin, monsieur Camus, comment osez-vous traiter comme ça Janson? C'est un être humain. Bon. Et Sartre, dans le même numéro, va répondre, cette fois-ci, à la réponse de Camus. Et là, il va y répondre vertement. Vertement. Camus ne s'en relèvera pas, joue là une amitié déçue, un isolement de Camus dans le monde intellectuel en 1952, parce que on est dans la guerre froide et la plupart des intellectuels basculent, sont quand même du côté de la posture révolutionnaire. Et il est très isolé, et il dira à une proche d'ailleurs, qui dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas aller lui casser la gueule, il est trop petit. » Donc, le type de réponse qui montre qu'il n'a pas vraiment digéré ce qu'il a appris avec le texte de Sartre. Quant à Merleau-Ponty, c'est pareil. C'est aussi sur la question de l'analyse à l'Est de ce qui est devenu le bolchevisme et de ce qui est devenu la société soviétique que la rupture va se faire. D'ailleurs, très tôt, Merleau publie effectivement sur déjà les procès de Moscou, mais enfin les procès de Moscou des années 30. Et puis il commence à se poser des questions sur le nombre de détenus dans les camps de travail en Union soviétique. Et là où il va virer sa cutie, Merleau-Ponty, c'est sur la guerre de Corée, là encore. C'est dans le début des années 50, entre 50 et 53, où dans la guerre qui se passe en Corée, où les Coréens du Nord sont soutenus par les Soviétiques et Chinois, et les Coréens du Sud sur le repli sont soutenus par les Américains, Merleau-Ponty, compte tenu de l'analyse qu'il fait de l'Union soviétique comme pays totalitaire, il n'est pas à dénoncer l'impérialisme américain et à défendre l'Union soviétique et les Coréens du Nord. Et là, il y a un vrai désaccord. Un vrai désaccord, et au point d'ailleurs que, et là, contrairement à ce qu'a écrit Sartre après, Merleau-Ponty se fait censurer. Il se fait censurer, c'est-à-dire qu'après, Sartre va édulcorer le truc en disant oui, on n'était pas d'accord sur le chapeau d'un article, et puis donc il s'est éloigné de nous. Pas du tout. Sartre lui a dit carrément, écoute vieux, t'es bon en philo, t'as introduit Husserl, tout ça, la phénoménologie, tu vas faire de la philo, et puis tu laisses un peu le politique. Hein. Et puis le politique, je m'en occuperai, dit Sartre. Ah, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il y avait quoi de s'inquiéter, parce que Sartre était, à partir de 52 et jusqu'en 56, pendant 4 ans, il va faire un compagnonnage avec le Parti communiste, où il va devenir un béné-oui-wiste de la ligne du Parti communiste, dans ces années-là. Pas tout le temps, mais dans ces années-là, oui. Il va être vice-président de l'association France-URSS, invité en Union soviétique, dire que l'URSS est le pays le plus libre du monde, en 1954, sous la direction de Beria. Hallucinant. Et donc, là, la rupture va être terrible, parce que Merleau-Ponty censuré... faisant un texte sur Sartre et l'ultra-bolchevisme, et c'est Simone de Beauvoir qui répondra sur le pseudo-sartrisme que dénonce Merleau-Ponty. Et puis, comme vous savez, Merleau-Ponty mourra très tôt, en 1960, et là... Sartre, effectivement, va écrire un très beau texte sur Merleau-Ponty vivant. Hein, je crois que c'est ça le titre, où, d'après ce que j'ai lu, il a dû prendre beaucoup d'un médicament qui est aujourd'hui interdit dans les pharmacies, mais qui à l'époque était en vente libre, dans les pharmacies.
qui est le Corydrane, dont il usait beaucoup pour écrire la nuit, pour passer des nuits blanches. Et là, ça a été très, 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 très dur que d'écrire ce texte, qui est très beau, un très beau texte, et qui montre la force du lien, la force de l'amitié, la force de l'admiration qu'éprouvait Sartre pour Merleau-Ponty, et en même temps du fait que, à partir de cette rupture dont je vous parle, il ne se voit plus, c'est fini, c'est terminé. Et ces ruptures intellectuelles sont étonnantes. Il y en a une à un autre moment d'ailleurs, là on sort de cette période, mais qui m'avait interrogé déjà quand j'ai fait ma bio de Deleuze, dont je reparle là aussi, qui est la rupture entre ces deux amis qui étaient Foucault et Deleuze, où il y a une très très forte admiration de part et d'autre, de Foucault pour Deleuze et de Deleuze pour Foucault. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, puisque après la mort en 84 de Foucault, qu'est-ce que fait Deleuze? Il consacre 1 an de son cours à Foucault et il sort un livre qui s'appelle Foucault. Et à la levée du corps, je me rappelle à Paris, de Foucault, qui est-ce qui rend hommage à Foucault? C'est Deleuze, qui lit les publications toutes dernières là, qui viennent de sortir, l'usage des plaisirs et le souci de soi. Et il faut savoir qu'ils ont milité ensemble au GIP, au groupe d'information prison, etc. En 77, à partir de 77, ils ne se voient plus. C'est la rupture radicale. Je rappelle que Foucault est mort en 84. Donc de 77 à la mort de Foucault, et même sachant que Foucault, ils ne se voient plus. C'est la rupture. Bon, et je m'étais interrogé d'ailleurs pour savoir pourquoi une telle rupture. Bon. En fait, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs désaccords entre eux, mais ce n'est pas toujours la raison qu'on croit qui est la plus importante. Il y en a une qui semble avoir été la plus importante, qui est un texte que lui envoie Deleuze à Foucault sur la question du désir et du plaisir, en réaction à son tome 1 de l'histoire de la sexualité, qui paraît en 1976, et qui s'appelle « La volonté de savoir ». Et Deleuze n'est pas du tout d'accord avec la thèse que développe Foucault. Et on voit, le texte a été publié après de la lettre. C'est un texte extrême, éminemment respectueux, éminemment sensible, etc. Mais il exprime un désaccord théorique. Et Foucault ne l'a pas supporté. Et ils ne se sont plus vus. Alors, on pourrait en fait beaucoup développer sur cette période. On va avancer un tout petit peu, même si en fait, on a le sentiment que beaucoup se joue dans cette première partie et que finalement, la seconde, donc qui commence en 68, avec ce que Certeau désigne comme une prise de parole, et qui en fait conforte un changement aussi de régime d'historicité que tu fais quand même, tu dates plutôt de 56. Dans cette deuxième partie, on a le sentiment qu'on est, et c'est un des termes que tu utilises, dans une impression de fin de règne pour la fin, au moins, de cette deuxième partie. Et les intellectuels qui sont présentés, alors il y a bien sûr ce nouveau modèle en quelque sorte intellectuel spécifique, mais on a aussi des nouveaux intellectuels ou qui ne suscitent pas évidemment le même engouement. Je pense notamment aux nouveaux philosophes qui sont largement évoqués, qui sont présentés alors partout, je crois, comme des produits culturels, comme des philosophes de pacotille, c'est les termes qui sont utilisés, mais dont Deleuze dit « je crois que leur pensée est nulle ». C'est tout de suite assez radical, avec une même radicalité de la part de Nora ou de Castoriadis. Alors, est-ce qu'on est dans cette deuxième phase, et surtout dans les années que tu évoquais, la fin des années 70, début des années 80, dans quelque chose qui serait des rivalités de génération, qui amènerait par exemple Castoriadis ou Nora ou à se montrer très dur vis-à-vis de ces nouveaux philosophes, ou bien est-ce parce que effectivement on a, tu intitules cette partie-là l'avenir en miettes,
des intellectuels qui sont plutôt des intellectuels en miettes et sont-ils même, pour un certain nombre d'entre eux, des intellectuels, en particulier ce qui est désigné aussi dans l'ouvrage comme les intellectuels médiatiques. Alors je pense particulièrement à ces nouveaux philosophes. Donc, c'est une période qui apparaît comme, sur le plan intellectuel, et dans la présentation que tu en donnes, il me semble plus déprimante, en quelque sorte, par cet éparpillement et ce manque de sens, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est... Oui, alors, effectivement, comme je dis toujours, à propos des intellectuels, et c'est pour ça que l'historisation est indispensable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça une définition à plaquer de l'intellectuel qui devrait répondre à telle ou telle catégorie ou à tel ou tel diplôme. Je veux dire, c'est la société qui fait de vous un intellectuel représentatif ou dans tel ou tel domaine, un tel ou tel moment, où sa parole est la parole de beaucoup et incarne la parole de beaucoup. Et donc, il y a effectivement une rupture radicale entre ces grands maîtres penseurs de ces années 60, ceux qui ont traversé l'Atlantique sous le terme de la French Theory, qui ont gagné des continents, qui ont un rayonnement absolument énorme, et puis portés par une espérance à la fois eschatologique d'un monde meilleur, ou une espérance scientifique. Quand on pense à Lévi-Strauss, par exemple, qui dans le domaine des SHS, les sciences humaines et sociales, découvre un invariant, comme dans les sciences exactes, avec la prohibition de l'inceste et les structures élémentaires de la parenté, et qui donc soulève un enthousiasme tel que le structuralisme apparaît comme le sésame qui ouvre toutes les portes, même celle du football, puisque je raconte toujours cette anecdote, je l'aime bien, elle m'avait été racontée quand j'ai préparé l'histoire du structuralisme, racontée par Pouillon, qui était d'ailleurs un proche de Sartre, qui est devenu le directeur de la revue L'Homme de Lévi-Strauss, et qui me disait que dans la fin des années 60, justement dans les années 65-66, l'équipe de France de football qui n'avait pas les résultats d'aujourd'hui, ce n'étaient pas les champions du monde, mais on perdait à peu près sur toutes les rencontres internationales sur le terrain. Et l'entraîneur de l'équipe de France de football est interrogé par les médias qui lui disent « Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer les résultats de l'équipe ?» Réponse « Je vais la réorganiser de manière structuraliste. » Je vous rassure, ça n'a pas donné des résultats sur le terrain absolument magnifiques. Mais c'est une réponse très significative de ce qu'on attendait là, du structuralisme, qui vraiment répondait à tous les problèmes. Bon, donc cet optimisme-là a donné des figures intellectuelles porteuses. Bon. Alors la deuxième période, elle est porteuse 68, mais effectivement, après, on a un ressac, très vite, pas tout de suite, il y a des tas de transformations, on y reviendra peut-être, tout à fait fondamentales, mais disons dans les années 80, on a un ressac qui fait que, effectivement, les intellectuels qui vont être portés au nu vont... ne plus représenter cet optimisme-là, ils vont être davantage des nains par rapport aux géants, etc. Mais c'est pas parce qu'ils sont nés nains, c'est que la situation fait qu'ils ne peuvent être que ce qu'ils sont dans la situation où ils sont. Bon, même s'il y a des voies évidemment différentes possibles, et voilà. Et effectivement, Désespérance, tu as raison, parce que le régime d'historicité se délite, se décompose. C'est les scansions de cette saga, c'est-à-dire que petit à petit, 56, répression de la Révolution hongroise, 68, c'est la rupture instauratrice en France, mais c'est aussi Prague, c'est l'intervention des troupes de Varsovie qui écrasent le printemps de Prague, et c'est la normalisation en quelques jours à la USAC, on sait où ça a amené.
en tout cas Patočka au suicide. Donc voilà, ensuite c'est toujours 68 d'ailleurs, un Arthur London qui apporte son manuscrit L'aveu à Nora et qui est publié par Gallimard et qui connaîtra un succès public extraordinaire avec le film de Costa Gavras et joué par nos deux héros acteurs que sont Yves Montand et Simone Signoret. Donc voilà, et là on a un film et un livre qui nous montre le mécanisme de l'aveu, comment ça fonctionne concrètement. Donc ça va jouer un rôle important. Et puis ensuite on a l'arrivée des dissidents avec le premier d'entre eux, Solzhenitsyn, et tout l'effet Solzhenitsyn 74, effet énorme quand on pense à Jean Daniel, le Nouvel Observateur, toute une série d'intellectuels qui voilà un héros sorti des camps. Et puis il ne sera pas le seul. Il y aura Bukowski, il y aura Léonid Pliouch, il y aura tous ces dissidents qui vont arriver et qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu. Pliouch, le grand mathématicien qui a vécu l'hôpital psychiatrique, et où il aurait pu y rester avec les effets des piqûres épouvantables qu'il subissait. Et puis 77, 78. On découvre que Mao meurt d'abord, 76, mais que c'est un régime totalitaire et qu'on découvre dans le même temps ce que font les camarades de cambodgiens, des Khmers rouges, c'est-à-dire le génocide de leur propre peuple, ce que nous apprend un certain missionnaire, François Poulot, je sais plus son nom en tête, qui publie Cambodge année zéro, qui est d'ailleurs dénoncé comme tel, Ponchot peut-être, François Ponchot, qui est dénoncé comme tel par Chomsky, etc. À l'époque Régis Debray d'ailleurs, comme des vaticinations, là encore, alors il a vécu 10 ans au Cambodge et qu'il savait ce qu'il racontait. Donc de déception en désillusion en déception, ce qui s'est passé petit à petit, c'est un effondrement de la notion du futur, de l'horizon d'attente, du devenir, une crise d'avenir, crise de futur, et ce que notre collègue François Hartog appelle le présentisme. C'est-à-dire, effectivement, coupé de projet, coupé du futur, il ne reste plus que le présent, et un présent qui est tellement étale et coupé de tout futur, qui est trop opaque, trop indéterminé, que ce présent va se retourner vers le passé dans un rapport différent, mais qui est un rapport de patrimonialisation, de mémorialisation, de muséification, de vitrification, de sanctuarisation. Bien, ce que j'ai appelé la commémorite aiguë. Et crise, justement, la d'historicité, parce que l'histoire, c'est la dialectique entre passé, présent et avenir. Mais il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus de futur. Et donc là, effectivement, l'effet de tsunami du passage de figures comme Foucault, Sartre, Foucault, Ricoeur, etc., à aujourd'hui Zemmour-Onfray, si vous voulez, pour parler des pseudo-intellectuels d'aujourd'hui. Là, on se dit, oui, il y a eu la vague est énorme, le tsunami est énorme, là. On est complètement perpié, là, devant ces battleurs qui, effectivement, se prennent pour des grands intellectuels et refaire le monde à leur façon, refaire la France à leur façon. Mais effectivement, c'est un symptôme. C'est le symptôme de ce que j'appellerais pas l'intellectuel en miettes, mais de ce que j'ai appelé, en sous-titre de mon tome 2, l'avenir en miettes. C'est-à-dire que, faute d'avenir, on n'a plus ces intellectuels qui prennent en main. Alors, il y a aussi la démarche qu'on peut avoir un peu différente de l'intellectuel qui sait tout, prophétique, tel qu'il a été défini par la figure sartrienne, et puis des intellectuels plus modestes, spécifiques, qui
parle au nom de compétences réelles, hein, et pour éclairer, de manière sérieuse. Et puis entre les deux, il y a effectivement les battleurs ou les intellectuels médiatiques, hein, dont tu parlais, dont évidemment la production là, des nouveaux philosophes est un symptôme, avec d'ailleurs derrière une éditrice de talent dont j'ai raconté l'histoire justement dans les Hommes de l'ombre, c'était une femme là, qui est dans mes portraits d'éditeurs, qui est Françoise Verny, qui a produit BHL, hein, comme on produit une marque. BHL. Hein? Elle a couvé BHL. Elle a couvé BHL, absolument. Elle l'a couvé puisque elle venait chez lui et vraiment elle l'a biberonné. Il lui lisait page par page. Il avait besoin de l'écoute de Françoise Verny qui lui corrigeait tous les jours ses premiers livres. Mais il a eu une grande importance. À un moment, chez Grasset, quand même un grand éditeur, il dirigeait 3 collections. Hein, c'est pas rien. Et puis donc il avait tout un réseau autour de lui qu'on a appelé les nouveaux philosophes et qui effectivement. Alors en même temps, à distance, on peut dire qu'ils ont quand même joué un rôle salvateur d'une certaine manière parce que c'est aussi un travail sur eux-mêmes. C'est-à-dire que c'était un travail d'exorcisme sur eux-mêmes, parce que la plupart de ces nouveaux philosophes étaient de confession maoïste. Donc là, ils ont remis en cause très fortement leur engagement maoïste, l'ont passé au moule critique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, avec une massue, quoi. Je veux dire, alors que les concepts nécessitent quand même un peu plus de rigueur. Tu évoques aussi une autre figure d'intellectuel qui est intéressante dans ces années, en fait, au début des années 80, avec notamment la naissance du débat. C'est l'idée d'un intellectuel démocratique. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ça, je me reconnais d'ailleurs assez dans la défense de cette figure de l'intellectuel démocratique, tel que l'ont incarné des gens comme, effectivement, Pierre Nora, Marcel Gaucher, Christophe Pomian, qui sont le trio qui fait fonctionner toujours cette revue, hein, publiée chez Gallimard depuis 1980. Donc on est en 2018, ça commence à faire pas mal d'années. Hein, ça commence à faire pas mal d'années. Et eux-mêmes disent d'ailleurs, on commence à avoir l'impression d'être un club de gérontocrates. Mais alors ils ont déplacé les lignes parce que effectivement ils ont cassé un certain nombre de chapelles, hein, et se posant la question de que peuvent les intellectuels, c'était dès le volume 1. Et ce qui est intéressant dans cette revue, c'est que vous avez une revue qui s'ouvre aux compétences intellectuelles, quel que soit le positionnement idéologique. Hein, c'est-à-dire vous avez des gens de droite, de gauche, à partir du moment où ils sont compétents dans un domaine, eh bien, ils sont requis. Ce qui, évidemment, et pas des pratiques, c'est pas des pratiques usuelles. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs, dans la vie intellectuelle française, vous avez une revue, par exemple, à droite, d'intellectuels aronienne, qui est Commentaire, dirigée par Casanova. Vous ne trouverez jamais un article ou même un compte-rendu, une recension. Je ne sais pas, je dois en être à près de 30 bouquins. Je n'ai jamais eu aucun bouquin recensé dans Commentaire. Enfin, je veux dire, c'est impensable. Il faut vraiment avoir des empreintes digitales de droite pour effectivement avoir de mots. De la même manière, vous ne serez pas reçu à Mediapart sur des positions, si vous n'êtes pas sur les positions de Mediapart. Par exemple, j'ai tout de suite été invité par Mediapart quand j'ai sorti Castoriadis, parce qu'on s'est dit, la saga, c'est comme il n'y a pas de prise de parti là, c'est un panorama qui ne se veut pas engager dans c'est un livre qui n'existe pas. Mais c'est pour vous dire. Et alors que
la force justement du débat et de s'ouvrir, d'ouvrir justement. C'est un peu le rôle aussi qu'avait joué Edgar Morin et son équipe, Duvigneau, etc., Fougerolas, avec la revue Argument en 56. Une revue qui n'a pas duré longtemps, 56-62, mais qui, disait il faut tout réviser, le prêt-à-penser, il faut aller jusqu'au bout d'un aggiornamento, il faut se coltiner la modernité, sans œillères, dans l'ouverture totale. Et c'est effectivement ce que fait le débat. Et cet intellectuel démocratique, c'est aussi une thématisation que fait dans son bouquin en 1994 Olivier Mongin, qui a dirigé longtemps la revue Esprit, où là aussi la revue Esprit, revue assez ouverte, et Olivier Mongin définit, me semble-t-il, assez bien ce que peut être cet intellectuel démocratique, dans la mesure où le rôle de l'intellectuel est de renforcer la démocratie. Et de renforcer la démocratie, et comment la renforcer ? En évitant que se creuse le fossé grandissant par la force des choses et de la modernité entre l'opinion publique, le sens commun et le savoir savant, le savoir des experts, les découvertes des laboratoires de la rationalité dans quelque domaine que ce soit, des sciences exactes ou des sciences humaines. Et comme les savoirs sont de plus en plus éclatés, comme les langages sont de plus en plus ésotériques, comme les savoirs sont de plus en plus sophistiqués, on a besoin de plus en plus de passeurs, on a besoin de plus en plus de gens qui vont traduire les enjeux de tel ou tel domaine sur la place publique, pour que la démocratie, c'est le pouvoir des citoyens, pour que les citoyens soient en mesure de trancher les enjeux de notre société, qui sont, comme disait Ricoeur, là encore, non plus des enjeux à prendre entre le blanc et le noir, mais entre souvent le gris et le gris, avec des nuances de camailleux des gris, mais qui nécessitent de plonger dans les dossiers. Alors, plonger dans les dossiers, ils sont très compliqués, on n'a pas le temps d'absorber tout, donc on a besoin de ces passeurs que sont des intellectuels démocratiques qui justement réussissent à montrer où sont les enjeux fondamentaux, comment les citoyens peuvent se déterminer, comment les choix se posent, qui sont des choix parfois de double, absolument pas évidents. Pas évident. Et je pense là, par exemple, à celui qui préside l'association Paul Ricoeur, qui est un grand médecin que vous connaissez de réputation, qui est Didier Sicard. Didier Sicard, il a été président du Comité national d'éthique. Et c'est un des spécialistes de la fin de vie, justement. C'est-à-dire qu'il a mis au service de la cité ses connaissances de médecin pour, justement, donner son point de vue sur la manière dont il voit, dont il conçoit par rapport à sa philosophie, par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'il est comme citoyen, etc. Et pas à l'imposer, c'est aux citoyens, à la représentation nationale de décider des choses, mais voilà, de donner un état du dossier qui soit lisible, perceptible pour des choix citoyens. Tu viens de parler d'Edgar Morin, c'est pratiquement un des derniers auteurs que tu cites dans l'ouvrage, dans la conclusion, qui est une conclusion en fait qui mélange à la fois le constat d'une certaine perte de sens et de cet avenir en miettes, et puis en même temps la volonté de rouvrir les possibles non avérés du passé, donc d'ouvrir aussi sur l'espoir. Et cet espoir, il passe notamment par aussi la reprise du positionnement d'Edgar Morin, me semble-t-il, dans cette conclusion, qui dès 1980, j'aime beaucoup ce passage que tu cites, souligne ou constate « Ce millénaire se meurt, ce siècle est prématurément pourri, il faut de toute urgence opérer la révision des 2000 ». Et donc, cette révision, est-ce qu'elle a été faite ? Qu'en est-il aussi des intellectuels post-1989 ? Et
pourquoi finalement t'arrêter à 1989? Quand est-ce qu'on va avoir la suite de la saga, en quelque sorte? Parce qu'on n'a juste pas dit un mot sur la fin de cette histoire, même si on a déjà évoqué les intellectuels aujourd'hui. Oui. Alors, effectivement, je me suis arrêté de la même manière que quelqu'un disait qu'il fallait arrêter une grève, savoir arrêter une grève, qui était secrétaire général du Parti communiste en 47. Je veux dire, il faut savoir terminer un livre. Non, je plaisante. Là, je veux dire, 89, oui, c'est une date butoir importante, puisque c'est cet événement que vous connaissez tous, qui est la chute du mur. Alors évidemment, c'est la synecdoque, c'est-à-dire qu'à partir de la chute du mur, c'est pas seulement le mur qui s'effondre, c'est pas seulement un mur qui disparaît, ce qui déjà fait plaisir parce que pour l'instant on est plutôt en train d'en construire, mais c'est évidemment un système qui s'effondre. C'est au-delà du mur de Berlin. C'est tout un système qui s'effondre et voilà, et donc d'un mythe qui n'est plus. Alors, ça n'empêche pas quelques pays qui se réclament encore d'un certain système, mais bon, tout en changeant absolument beaucoup de choses. Je pense à la Chine là, mais ce rêve d'une société émancipée, etc. Et d'ailleurs, 89, c'est cet effondrement. Et donc c'est, non pas, contrairement à ce qu'a dit et analysé Fukuyama dans cette même année, ce n'est pas la fin de l'histoire, même si c'est la fin de mon livre, mais c'est la fin d'une histoire. C'est la fin d'une histoire, et qui est cette histoire d'un futur possible, alternatif. Et là, oui, c'est cette fin-là, qui va d'ailleurs être encore magnifié en 89 par un autre événement, alors lui dramatique, parce qu'on peut estimer que la fin du mur à Berlin est un événement positif. En tout cas, les Allemands de l'Est l'ont vécu comme tel, à juste titre. Mais événement négatif aussi en 89, dramatique, qui est l'écrasement de la jeunesse chinoise sur la place Tiananmen par les chars qui vont écrabouiller les corps des étudiants chinois qui demandaient davantage de liberté. Et d'ailleurs, concordance des temps, il se trouve que ces Chinois sur la place Tiananmen, que faisaient-ils en 89 ? Ils chantaient la Marseillaise. Parce qu'effectivement, et là vous avez la force propulsive, symbolique de l'événement 14 juillet 1789 et de la Marseillaise, que ça a représenté, oui, à des années-lumière presque du moment de cet événement. Et donc la fin, effectivement, d'une histoire, et donc d'un champ de ruines. C'est-à-dire que là, je disais que les scansions nous amenaient à un futur de plus en plus interdit, de plus en plus improbable, de plus en plus illusoire. Et là, il n'y en a plus. Et là, il faut en faire son deuil. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le fait de ne plus avoir de projet collectif, alternatif, fait que nous vivons depuis, et c'est le sens de cette saga, c'est la progression d'une crise d'historicité très grave, d'un présentisme avéré, et caractérisé par cette absence d'avenir. Et moi, en faisant ce les chapitres de fin là, sur les années 80, je m'étonnais moi-même en les écrivant, en me disant, mais ce que je suis en train d'écrire là, alors que j'étais dans les événements de 82, 84, 85, etc., c'est gros. Je parle de l'actualité, quasiment. C'est-à-dire que toutes les tendances que j'évoque là n'ont fait que
C'est pour ça qu'il n'y aura pas de 3e tome, je vous rassure, parce que c'est rassurant, bon, en tout cas pour moi. Et donc, il y a effectivement, tout ça n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus de futur aujourd'hui. Donc, ça s'est délité de plus en plus. Et ce qu'on pouvait voir poindre dans les années 80, donc effectivement, la montée de l'extrême droite, la montée de la haine, du repli sur soi, de l'égotisme, etc., de l'ère de l'éphémère, de règne de l'insignifiance. Tout ça n'a cessé de se développer post-89 jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit pourquoi. C'est-à-dire qu'il est nécessaire aujourd'hui, et c'est la tâche de tout le monde, et donc y compris des intellectuels qui ont intérêt à se reprendre, et pas seulement français, parce que c'est une crise d'historicité qui n'est pas propre à la France, CF, ce qui se passe au Brésil. Mais il est nécessaire de repenser un projet collectif. De repenser un projet collectif, ce que Ricoeur appellerait une utopie concrète, pour ne pas en revenir à des utopies du type 1984 à la Orwell, mais des utopies concrètes, donc qui prennent en compte de la modernité, le monde nouveau dans lequel on est, pour aller vers une émancipation collective et de la pensée comme telle, la pensée des caps, un cap vers collectif, d'espérance, ce que Ricoeur appelle l'horizon d'attente, l'horizon d'espérance. C'est-à-dire que il y a une phrase que j'aime beaucoup de Ricoeur quand il dit qu'il est nécessaire de faire en sorte que notre horizon d'attente ne se rabatte pas sur notre espace d'expérience. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de penser le futur avec la simple prospective et des simples chiffres de projection vers l'avenir, mais qu'il faut penser une perspective et non pas une prospective. Merci beaucoup. Alors, peut-être il est temps largement de laisser la place aux questions, si vous en avez. Oui, rapidement. Internalisme et externalisme, ça veut dire que cette histoire intellectuelle qui touche des textes, notamment beaucoup de textes théoriques, puisqu'on a parlé de pas mal de philosophes, des sciences humaines et sociales, l'internalisme consisterait à rester enfermé dans ses œuvres, dans les textes. Textualisme ou internalisme. Là. L'externalisme consiste à voir les conditions de possibilité de ces œuvres, de voir par quel réseau, par quelle influence, par quelles conditions historiques elles ont été rendues possibles, mais de restant à la porte de ces œuvres. Et l'idée qui est la mienne de l'histoire intellectuelle, c'est celle qui concilie à la fois l'internalisme et l'externalisme. C'est-à-dire qui est bien conscient qu'il y a deux pôles, qu'il ne s'agit pas de les rabattre l'un sur l'autre, mais qu'il faut les articuler, faire chercher du sens dans l'entre-deux. S'il n'y en a pas, moi je vais juste en poser une petite. Dans le second volume, tu consacres une part importante à l'émergence ou à la résurgence et la théorisation de l'approche féministe. Et donc, dans tes 2 volumes, finalement, c'est quand même dans ce chapitre-là qu'il y a le plus de femmes. Il n'y en a pas énormément par ailleurs. Il y a la figure de Simone de Beauvoir. Cette histoire intellectuelle, c'est quand même avant tout une histoire d'hommes. Il y a peu de... Oui, alors, tu fais bien de me dire que les quotas ne sont pas respectés. Que les 2 couvertures sont des hommes. C'est vrai, mais c'est significatif de l'époque. Oui, bien sûr. C'est significatif de l'époque. Et je consacre quand même, et je suis content de ta question parce qu'elle me permet de corriger quelque chose qui... vous auriez eu effectivement... beaucoup à redire sur le fait que je n'ai pas parlé beaucoup des femmes. Alors j'en parle plus, je vous rassure, dans le livre, et notamment je vois comme un effet de 68, des effets positifs de 68, là un grand chapitre que je consacre à l'émergence justement dans la foulée de 68 du féminisme, et qui a
fondamentalement transformé notre société, et positivement, donc dans le sens de l'émancipation des femmes, et qui ont gagné la partie. Enfin, gagné la partie. La partie est toujours mais quand on pense à ce qu'était le statut des femmes encore dans ce pays moderne, dans les années 60, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un chéquier, elles ne pouvaient pas avoir un emploi sans l'accord de leur mari. C'était, on se croit, à des années-lumière. Or, il y a là des conquêtes fondamentales, sur lesquelles les femmes se sont battues avec les hommes, parfois seules, parfois volontairement seules. Je pense à Gisèle Halimi, je pense au combat pour Dumlac, au combat pour l'IVG, au procès de Bobigny, au fameux appel des 343, je crois, femmes qui se disent avoir avorté, avec le titre de Charlie, qui a engrossé les 343 salopes. Donc, bon, des combats quand même, où les intellectuels ont joué un rôle tout à fait important. Je pense à plein, Julia Kristeva, Hélène Sixous, le groupe Psychepo, la revue, puisqu'on est à Toulouse, Clio, et toute l'historisation des femmes, Michel Perrault, bien sûr, et le séminaire qu'elle a lancé, le séminaire à l'école des hautes études, etc., et dans certaines universités. Et des théoriciennes aussi, que tu fais apparaître, qui sont souvent négligées dans l'histoire intellectuelle. Notamment, je pense à Colette Guillaumin, par exemple. Ouais. Évelyne Sulro. J'ai été étonné aussi d'un rôle positif aussi, c'est Ménie Grégoire. Qui a joué aussi un rôle tout à fait important, avec un public absolument énorme à RTL, dans l'émancipation des femmes. Et puis avec ce débat, qui n'est pas évident, mais qui est ambivalent, entre la période, alors là où je parle des femmes, effectivement, Thomas, c'est autour de Simone de Beauvoir et du deuxième sexe, et donc là, d'un déplacement, enfin Isabelle, tu connais mieux le sujet que moi, mais un déplacement entre une posture existentialiste de Simone de Beauvoir, qui considère que la femme doit être l'égale de l'homme, doit passer du deuxième sexe à un sexe égal au sexe masculin, et puis des positions des femmes dans l'après 68 qui sont beaucoup plus radicales et accentuent davantage le différentialisme de la sexualité. C'est-à-dire que la femme doit s'assumer dans sa singularité de femme, et ne pas se contenter d'être fascinée par l'homme et de vouloir la même position que l'homme. Non, elle a à défendre sa féminité, avec des mouvements très radicaux. Je pense, j'ai oublié son nom, celle qui écrit le livre là, sur l'adversaire, l'ennemi radical, qui est... oui. Christine Delphi. Christine Delphi, l'ennemi principal. Voilà, l'ennemi principal. Consiste à dire que, de toute façon, l'homme est l'ennemi. Donc là, ça a été un différentialisme de bataille frontale. L'homme, c'est l'esclavagisme. Donc... puisque ça a donné, dans ses positions les plus ultimes, ça a donné les Gouines rouges, donc séparatisme lesbien séparation radical. radicale par rapport au sexe masculin. Et avec, dans la cité, effectivement, une prise en compte des relais politiques, puisque, y compris sous Giscard, Giscard crée commissariat, donc un secrétariat à la condition des femmes, donné à Françoise Giroud, si ma mémoire est bonne. Et puis avec François Mitterrand, ça donne un ministère de la femme, avec Yvette Roudy, laquelle Yvette Roudy
mobilise en sous-main Simone de Beauvoir. Donc on a aussi un retour de Simone de Beauvoir très discret, car elle vient clandestinement pratiquement voilà. au ministère. Elle entend rester discrète, mais elle va jouer un rôle dans les lois antisexistes, etc. Elle va être sollicitée et faire partie de toute une réflexion là, au plus haut niveau de l'État. Et puis, évidemment, les éditions des femmes, les librairies de femmes, les collections de femmes. Là, je les cite. Il y a eu évidemment les éditions des femmes que vous connaissez tous, mais ça fait fleurer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maison d'édition qui n'a pas eu après sa collection de femmes, jusqu'au prix Femina, qui a donné son prix, vous le savez, hier, un très très bon livre que vous avez sans doute déjà lu, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous en conseille vivement la lecture. Vous avez tous reconnu le livre de Philippe Lançon, évidemment. Bon, on va peut-être... Ah, s'il y a une dernière question alors. Petite dernière. De la revue Commentaire tout à l'heure. Alors les penseurs peuvent toujours penser, mais s'ils ne font pas connaître leurs pensées, ça ne nous avance guère. Alors maintenant, où les gens qui pensent, nos intellectuels, peuvent-ils s'exprimer? Parce que je pense qu'à la Libération, ils avaient davantage la possibilité de le faire dans la presse, parce que la presse était organisée autrement que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde les médias, on n'entend plus les penseurs, on n'entend plus les intellectuels. On entend des amuseurs. Alors, après la revue Commentaire, si vous pouvez nous dire quelques mots sur les endroits où on peut trouver un échange, un vrai débat. Alors, j'étais critique sur Commentaire, parce qu'effectivement, c'était une vue un peu hémiplégique des choses. Non, des revues intellectuelles de bon niveau, vous en avez plein. Bon, j'ai évoqué Esprit, le débat dont on a parlé, les temps modernes existent toujours, la revue Études, vous avez donc des revues généralistes. Bon, après, il y a des revues plus spécialisées, sciences humaines, etc., l'histoire et autres, pour les disciplines, mais des revues généralistes, vous en avez de nombreuses. Je ne serais pas d'accord avec vous pour dire que les intellectuels ne peuvent pas s'exprimer. Je dirais qu'aujourd'hui, au contraire, on assiste à quelque chose qui d'ailleurs pose problème pour la visibilité, en tout cas le caractère audible du discours intellectuel, qui est au contraire la possibilité de s'exprimer de manière instantanée et vue par tout le monde de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet et avec les réseaux sociaux et avec les blogs, etc., n'importe qui peut faire son blog, s'exprimer, refaire le monde à sa manière. Donc non, les capacités de s'exprimer par rapport à hier, par rapport à la période dont je parle, sont beaucoup plus importantes. Et alors après, ça pose le problème de la qualité. Qu'est-ce qu'on raconte évidemment, quel type d'expression. Mais en tout cas, sur le fait d'être capable de s'exprimer, c'est démultiplié par rapport aux années 50-60. Oui, alors, Membe, effectivement, c'est pas ma période. Bon. Mais il y en a un qui est effectivement pas du tout d'origine française, dont je parle et auquel j'ai consacré même une biographie, c'est Castoriadis. Castoriadis, il a fait toutes ses études en Grèce, et il se naturalise français que tardivement, puisqu'il arrive en France dans l'immédiate après-guerre, et il ne devient français qu'en 73. Donc il va s'exprimer en France, il va écrire en France, d'ailleurs sous pseudo. Alors d'abord, il est dans sa revue Socialisme ou Barbarie, et il s'exprime sous le pseudo de Chaulieu, etc., Cardan. Et puis on va le voir repoindre en 68 dans ce livre qui s'appelle La Brèche, et vous ne trouverez pas son nom. Vous le trouverez dans la réédition 20 ans après, en 88, où il assume son rôle parce qu'il est devenu français de Castoriadis. Donc c'est un livre de Morin, Lefort et Castoriadis. Mais en 68, c'est Coudray. C'est donc Lefort, Morin et Coudray. Mais derrière Coudray, c'est Castoriadis.
Et d'ailleurs, il a eu un rôle tout à fait important. Là, l'anecdote que j'ai vécue était intéressante parce que il se trouve que quand j'ai publié la biographie de Castoriadis, a été organisé à Paris, à la Maison de la Poésie, un débat entre Daniel Cohn-Bendit et moi autour de Castoriadis, qui a connu Cohn-Bendit, etc. Et donc, dans la salle, quelqu'un m'a posé une question en me disant « Mais est-ce que Castoriadis était présent à la Sorbonne et s'est exprimé à la Sorbonne en mai 68 ?» Alors moi, j'ai répondu factuellement qu'il était sans doute présent, mais qu'il ne s'est pas exprimé, qu'il était très discret, qu'il risquait d'être renvoyé de France, puisque grec, au colonel grec, et que donc il aurait péri dans les geôles de la dictature grecque, et qu'il ne pouvait pas s'exprimer en tant que Castoriadis, mais qu'il a fait un très grand texte signé Coudray, qu'il a distribué, que la revue Socialisme ou Barbarie n'existait plus depuis 1965, donc il ne pouvait pas s'exprimer dans la revue, et que voilà. Et, bon. Et puis, Cohn-Bendit a pris la parole, a dit « Si, Castoriadis s'est exprimé à la Sorbonne en 68 ». Alors je le regarde, ayant fait la bio de Castoriadis, j'étais un peu étonné de sa réaction. Et Cohn-Bendit de continuer, « Si, j'ai un côté ventriloque. Quand je m'exprimais à la Sorbonne, c'était Castoriadis. Parce que, en fait, j'étais nourri des articles de Castoriadis, de Socialisme ou Barbarie. Ce que je racontais, c'était du Castoriadis. Donc, Castoriadis était bien présent, c'était moi. Et d'ailleurs, j'en ai témoignage après, parce qu'il se retrouve sur l'écologie, une conférence à Louvain sur le passage de l'écologie à l'autonomie, et conférence qui a beaucoup de succès, qui sera transformée d'ailleurs en livre. Et là, effectivement, Cohn-Bendit s'est retrouvé donc à côté de Castoriadis et a commencé son intervention en disant « Mais c'est très émouvant pour moi, Cohn-Bendit, parce que c'est comme si je me retrouvais à côté de Marx, dont je connais toute l'œuvre, et je me mets à dialoguer avec Marx. » Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre présence. Bonne soirée.